est un groupe en fait de praticiens de santé qui se sont réunis essentiellement autour d'une zone géographique. C'est-à-dire à partir d'un petit groupe sur Soudorgues, on a élargi, on a invité le monde, enfin les praticiens de santé, les médecins, infirmières, ostéopathes, enfin, et des praticiens de bien-être aussi, c'est-à-dire des gens qui font des massages, etc. Hein. Donc on a aussi quelques guérisseurs et des gens qu'on considère aussi importants dans notre communauté. Et puis on a décidé de se réunir parce que on fait partie de la même communauté, on voit les mêmes gens, on voit les mêmes choses aussi. Et donc ce groupe est né ça fait 1 an et demi, à peu près, et on s'est intéressé à divers thèmes. Par exemple sur l'accueil thérapeutique, sur divers échanges au niveau des soins aussi, pour que les uns puissent connaître ce que font les autres, etc. On a fait des échanges thérapeutiques. Et puis, tout à coup, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose sur l'accompagnement à la mort, sur le deuil, etc. Parce qu'on est beaucoup à travailler, chacun dans son coin, un peu là-dessus. Et en fait, c'est ce qui nous a ramené à vouloir casser le silence, essentiellement. C'est-à-dire, on est dans une société où c'est difficile de parler de la mort, c'est difficile de parler de sa propre mort aussi, c'est difficile de trouver des gens qui nous aident quand on a des douleurs après des deuils, etc., qu'on ne sait pas trop comment réagir, comment faire, ou comment se soigner de ces douleurs. Donc voilà, on a décidé d'organiser cette rencontre un peu en grand pour avoir essentiellement des échanges, pouvoir se regarder dans les yeux, pouvoir intervenir. Donc nous ne sommes ni groupe religieux, ni groupe politique, ni etc. On est vraiment des individus qui se réunissent pour travailler, pour échanger. Et donc chacun est libre de dire ce qu'il veut, puisque c'est le principe même de la liberté. Et puis chacun est libre aussi, de votre côté, de recevoir ou de ne pas recevoir ce que les uns et les autres disent. Je crois qu'à la fin, c'est comme ça que ça se passe. Nous, ce qu'on espère, c'est justement vraiment pouvoir instaurer un dialogue et puis pouvoir aussi amener des éléments, des outils et des choses au niveau thérapeutique. Hein. Puis ce soir, il y aura, après les conférences, il y aura à 17h30, on commencera donc quelque chose d'un peu plus informel, qui sera vraiment une rencontre, un débat, une espèce de table ronde entre nous. Et on sera là, nous, jusqu'à ce soir, 20h, pour ceux qui veulent nous accompagner et nous aider à ranger après aussi. Voilà. Mais bon, voilà, je tenais à présenter donc ce groupe. Il y a aussi un atelier pour les enfants, qu'on a qui va être animé. Après, Ariane va présenter les différents intervenants. Il y a un atelier pour enfants, donc avec de la peinture, du modelage, etc., où on va aussi pouvoir échanger sur la mort avec les enfants. Voilà, donc je passe la parole à Ariane, qui va vous présenter les intervenants. Alors, bonjour à tous. Philippe a bien insisté justement sur la formation du groupe, comment est-ce que le groupe s'est formé, et puis qu'est-ce qu'on fait là. Donc moi, ce que je voulais souligner, c'est que en fait, ce qui nous a réunis, c'est qu'on avait des outils pour aider les gens, les uns les autres dans notre coin. Et on s'est aperçu que dans notre expérience, c'est ça qu'on vient vous transmettre, en fait, c'est notre expérience, il existe une énorme souffrance, les gens ont beaucoup de difficultés à l'exprimer, il y a peu de lieux pour le faire, et je parle de quelque chose de normal, pas des gens qui sont dans quelque chose d'un problème psychique, si vous voulez, parce que là, il y a effectivement des gens qu'il faut pour aller les aider. Dans notre groupe, d'ailleurs, il y a aussi des personnes qui sont des psychothérapeutes. Mais nous, en fait, notre propos, c'est qu'on s'est rendu compte, chacun dans notre coin, que dépasser cette immense souffrance, que aller au-delà, éclaircir notre vie et vivre, et non plus survivre, c'était possible. De par notre expérience, avec un petit peu les patients qu'on a rencontrés, ça c'est possible.
Donc en fait, c'est aussi le sens de notre réunion. C'est une question tout au long de ce qu'on va vous exposer. Vous verrez que la souffrance, c'est un axe de vision. Et en fait, un axe de vision erroné. Donc en fait, il va y avoir le faux. D'un côté, qu'est-ce qui fait les formatages par rapport à cette fausse vision qui induit la peur et la souffrance. Et de notre côté, vous aurez des outils. Par rapport à des outils qui vous seront proposés par rapport à ce dépassement, si vous voulez. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a souhaité se réunir, on est tous des bénévoles, et voilà. Et on a dit, on a vraiment un message à passer pour aider les gens à faire ce passage. Et effectivement, si je pouvais donner un petit peu le thème, la souffrance, c'est nous. On va vous le montrer. La vie, on voit des choses, c'est vrai qu'il se passe des choses. Il y a des deuils, il y a des situations dramatiques, mais la souffrance, c'est nous. Et en fait, c'est tout le but de ce travail. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu plus du plan pratique. Philippe a amorcé, hein, voilà. Donc, nous sommes donc plusieurs intervenants qui sont dans ce groupe de thérapeutes. Donc, c'est varié, hein. Alors, on a... C'est là. Je vais commencer par moi-même. Donc, moi, je suis sage-femme, je suis formatrice des sages-femmes aussi. Et en fait, je propose aux sages-femmes un travail sur le deuil, vraiment, de manière à ce que, effectivement, je parlerai dans le programme qui m'est imparti du deuil d'enfant, qui est effectivement une des choses les plus difficiles à vivre par les gens et qui est très, très mal reconnue parce que c'est à l'envers des choses. C'est pas juste de perdre son enfant, alors que normalement, c'est plutôt les enfants qui enterrent leurs parents, si vous voulez. Donc le deuil d'enfant, c'est une des choses très difficiles. Et bien là aussi, il y aura des outils à présenter par rapport à ça, et vous verrez tout au long de cette journée. Moi, je travaillerai sur ce plan-là. Ensuite, parce qu'en fait, les intervenants ont travaillé sur l'avant, le pendant et l'après, c'est-à-dire tous les versants du deuil, de la mort, de l'approche, etc. Vous aurez aussi, suivant les intervenants, on se situera. Bon, moi, je me situe sur l'après. Donc, vous avez aussi Fred là-bas, qui est fasciathérapeute. Alors, fasciathérapeute, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Donc, en fait, les muscles sont entourés d'enveloppes. Ce sont des fascias, vous l'expliquera sûrement mieux que moi. Ce sont les fascias musculaires. Et en fait, les mémoires douloureuses par contraction s'engramment dans ces enveloppes et on trouve des mémoires. Ensuite, on a Michel Maucher, c'est présent, donc, qui est un accompagnant, en fait, un auteur aussi, donc, qui est l'auteur du livre L'accompagnement de ceux qui partent et de ceux qui restent. Donc vous voyez que là déjà on est sur le pendant et on est aussi sur l'après, hein, voilà. Et Michel aussi, je pense, a une grande expérience puisqu'il est intervenu sur ce plan, donc bon, il vous en parlera après. Ensuite, on a Philippe Dupasquier, donc qui s'est peut-être pas tout à fait présenté, mais bon, c'est moi qui vais le faire. Donc c'est aussi un auteur du livre Le temps et l'espace infini, qui est en cours d'impression. Alors Philippe, il est thérapie manuelle ostéopathique. Voilà, donc lui, il est sur ce plan-là, mais il a aussi beaucoup d'autres versants à son expérience, et je pense qu'il va se situer aussi sur tous ces plans pour vous apporter un maximum d'outils et de lumière, je dirais, sur cette journée. Hein, voilà. Ensuite, dans les intervenants, on a Thérèse Leduc, je ne vois pas là, mais bon, qui est une infirmière aussi accompagnante en fin de vie, donc aussi qui a une grande expérience sur ce terrain. Voilà. On a en modérateur, on a Isabelle Manta, qui est journaliste donc à Radio Escapade, et qui va faire un petit peu de manière à ce qu'on ne dépasse pas sur le temps. Voilà. Et puis, donc on a ensuite, dans les ateliers, on a Corinne Espinoze, qui va s'occuper avec Michel aussi, Michel Maucher, de l'atelier pour les enfants. Donc elle est art thérapeute en institution psychiatrique, animatrice d'ateliers d'expression créatrice pour enfants et adolescents, et elle est aide à la médiation art plastique aussi pour les enfants, les ados et les adultes. Donc vous voyez, on est quand même une équipe qui est multifacette, voilà, et on peut vous apporter, c'était le but si vous voulez, c'était se réunir pour que chacun sur son terrain essaye d'apporter le maximum d'informations.
Et puis on a également qui vont intervenir Françoise Poupard, qui est un écrivain public, qui vous offre aussi la possibilité d'écrire ce que vous avez sur le cœur. Vous verrez que c'est un des outils. Bon, voilà. Donc il y a un petit atelier qui est ouvert là-bas vers les ateliers, où il y a aussi une possibilité d'écriture dans ce sens-là. Et on a Corinne Gracia, qui est auteure du livre aussi Libre Poussière. Donc les livres sont juste là-bas, juste pour que vous puissiez les rencontrer éventuellement. Et aussi qui a écrit un livre aussi tout autour du deuil, et où en fait on retrouvera des poèmes, des poésies. Voilà. Donc en fait, notre but, c'est pas de faire une journée plombée, au contraire, c'est de faire une journée pleine de vie, pleine d'espoir, et d'aider les gens qui sont dans ce marasme à dépasser ça. Voilà. Et on va tenter vraiment de vous donner des outils dans ce sens, et de vous aider à le faire. Et vraiment, moi je souhaite que ce soit un souffle de vie. Avec plaisir. Donc, c'est Michel. Il voulait me laisser tout seul. Voilà, je baisse un peu. Voilà. Donc, pour commencer, on va quand même voir quelques généralités sur la mort. Et en particulier, ce qui est évident, c'est que dans nos sociétés civilisées et modernes, la mort est complètement enterrée. On n'en parle jamais. Et tout le monde ramène ça au fond, et ça fait une tension et une angoisse permanente en fait. Et cette manière de montrer la mort à la télé et ailleurs est devenue de plus en plus abstraite. C'est comme dans les jeux vidéo, on a l'impression que voilà, c'est-à-dire on est mort, mais c'est pas grave, on va avoir une nouvelle vie tout de suite. Bon, quelque part, c'est vrai qu'on a des chances d'avoir une nouvelle vie, mais pas de cette manière-là. Donc, parler de la mort, c'est extrêmement rare et très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a encore dans l'esprit du temps que si on parle de la mort, peut-être que ça, on va la tirer et tout ça, enfin des choses qui sont vieilles, qui sont des pensées, une pensée complètement arriérée qui fait qu'on a encore plus peur. C'est-à-dire, au lieu d'être libre par rapport à quelque chose qui est relativement important, nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous allons mourir. Et le fait de le savoir et de le vivre, ça libère énormément, et ça libère en particulier de cette peur et de cette angoisse énorme de la mort. Dans ces faits, du fait qu'on ait tellement peur de la mort, on n'accompagne pas vraiment les gens qui sont sur le départ, on ne s'accompagne pas soi-même pour préparer et puis pour aider au passage, et on ne prépare pas non plus le deuil. Ce qui fait que cette manière absolument aveugle d'être dans le monde est extrêmement dangereuse et très mauvaise pour tout le monde. Alors ici, ce colloque, je ne sais pas comment appeler ça, cette rencontre est tout à fait formidable. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu ça, moi je ne sais pas si ça existe ailleurs, de pouvoir réunir autant de monde autour de ce sujet. Dans ce travail, moi je voulais insister sur le mot passage, parce que finalement, qu'est-ce qu'on est sur cette terre? On arrive, c'est la naissance, et puis on passe, voilà, il y a une sorte de porte, on arrive dans ce monde-ci, on vit cette existence avec plus ou moins de bonheur et de difficultés, mais c'est toujours des expériences intéressantes qui, finalement, nous font grandir d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a une deuxième porte, un deuxième passage qui fait qu'on part. Alors, moi, ce que j'aime bien comme image, c'est que s'il y a une porte, en général, il y a deux côtés à une porte. C'est difficile de penser une porte qui n'est qu'à côté. Et donc là-dessus, c'est un petit peu le travail, la manière dont je propose des choses, c'est qu'on ait conscience qu'on est de passage entre deux passages. Et on est entre deux portes. Et le fait d'être entre deux portes est aussi, de le vivre en conscience, est libérateur. Je sais que je vais mourir. Donc, l'accompagnement de fin de vie est essentiel. Alors, on sait actuellement que les soins palliatifs ont quand même fait beaucoup de progrès et qu'on peut enlever, ou tout au moins atténuer beaucoup les douleurs. Et c'est très important parce que ça permet à la personne de partir en conscience. Bien entendu, il y a quelque temps,
il y avait un aspect qui n'allait pas, c'est qu'on endormait complètement la personne. Donc endormir la personne n'était pas bon parce qu'elle ne pouvait pas partir en conscience. Et partir en conscience, ça veut dire dire ce qu'on a à dire à qui on a à le dire, mettre les choses en ordre derrière soi, c'est laisser les proches le plus se laisser accompagner, et en même temps pour ceux de la famille ou les proches, d'accompagner la personne. Et accompagner la personne, en fait, c'est très simple, il s'agit d'écouter, d'avoir une écoute empathique. Voilà, donc ce survol-là fait qu'on va parler de tout ça dans la journée, et on va en parler selon les témoignages des uns et des autres. Et on compte beaucoup sur vos témoignages aussi pour parler de ce passage. Est-ce que c'est vraiment un passage? Est-ce qu'on peut le vivre comme tel? Parce que ce n'est pas une question d'hypersensibilité et de clairvoyance et tout ça. Lorsque quelqu'un de proche vient de partir, on sent très bien si c'est paisible ou si au contraire il y a des conflits au pied du lit pour l'héritage, je ne sais pas quoi, ou si au contraire on est dans un moment qui est une libération pour tout le monde. Voilà, c'était un petit survol qui présente un peu la journée. On va parler de tout ça et selon vos désirs et vos questions aussi. Voilà, merci. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, alors, moi, je vais avoir deux interventions sur cette journée. La première que je vais faire maintenant, c'est les causes de la souffrance, si vous voulez. Parce que pour aller déblayer, pour aller, éclaircir le regard, pour aller se libérer, on peut le dire de plein de manières différentes, la première des choses, c'est de voir d'où ça vient, si vous voulez. Donc en fait, moi j'ai travaillé pas mal sur les deuils d'enfants, mais tous les IVG, les IMG, les interruptions médicales de grossesse, ça c'est difficile aussi, si vous voulez, les morts in utero, les mamans qui perdent leur enfant aussi juste au moment de la naissance. C'est toutes ces choses-là qui sont vraiment très difficiles. Eh bien, en fait, j'ai pu constater qu'il y avait des outils vraiment derrière. J'ai apporté des témoignages de patientes qui m'ont fait ça par écrit, justement, pour vous montrer à quel niveau on peut travailler. Guérir, c'est possible. Ça, je vous le garantis. Et continuer à vivre et non pas survivre, c'est possible. Et enlever cette chape de plomb qui vous pèse. Moi, je l'ai traversé quand j'étais jeune. Hein. Maintenant, effectivement, j'ai un autre regard. Hein. Michel en a parlé, etc. On peut transformer son regard. Hein. Mais pour transformer son regard, la première des choses, c'est de voir qu'est-ce qui est à l'origine de ce regard faux. Et qu'est-ce qui est faux dans la manière d'aborder la mort et la manière d'aborder la relation avec l'autre. Parce qu'on est sur une histoire de lien, en fait. Et justement, le lien, c'est la chose la plus importante pour le bébé. Parce que les premières mémoires, en fait, le premier impact, il est sur les mémoires du bébé. Le bébé, c'est comme une éponge. Même à quelques cellules, aujourd'hui on le retrouve en physique quantique, à quelques cellules, il va s'imprégner en mémoire vibratoire, en mémoire chimique, en plus des chromosomiques, hein, en mémoire de l'eau. Ça veut dire les moindres impacts, la moindre chose, comme c'est une éponge, il va vraiment s'imprégner de ça. Et en fait, il va fonctionner après avec ça. Donc si, au cours de une zone sensible, en fait, qui est le 4 fois 9 mois, 9 mois avant sa conception, parce qu'on peut envoyer aussi des choses même avant la conception du bébé. Pourquoi est-ce qu'on veut ce bébé, ou qu'on ne le veut pas, ou merde alors, il y a ce bébé qui arrive, ou ce bébé arrive en remplacement d'un enfant mort, là il y a des gros cartons, ou il va perdre son jumeau pendant la zone, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais qui ont perdu un jumeau très très tôt. Donc tout ça, ça va rester en impact, si vous voulez. Et ça va s'imprégner sous forme de mémoire chimique, mémoire de l'eau, mémoire vibratoire, etc. Et il va porter la mémoire de tout ce qui se passe.
Et en particulier, une des mémoires qui est très très importante, qu'on retrouve beaucoup au niveau du deuil, parce qu'en fait on est sur les deux portes, hein, il a bien dit Michel, on est vraiment sur naissance, mort, c'est l'entrée et la sortie, mais il n'y a même pas d'entrée de sortie, hein, c'est juste des passages, hein, c'est pour ça qu'on dit le terme de passage. Eh bien, si la naissance est mal vécue, et je peux vous garantir que sur le plan physique, la plupart des gens vivent bien leur naissance. Quoique, sur le plan douleur, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, on dit le bébé est en bonne santé, et ça s'est bien passé. Mais sur le plan psychique, les cartons qu'il prend, je ne vous raconte pas. Donc moi, je retrouve les gens après parce que je les vois. Donc déjà, je travaille aussi sur les peurs de la grossesse et de l'accouchement. Il y a énormément de cartons qui se passent à ce moment-là, et donc une imprégnation qui se fait. Alors, quel est le rapport avec la mort? Eh bien, c'est simple. Si l'enfant vit un jet, c'est-à-dire un abandon, dans son ressenti, ça veut dire qu'il va avoir la perception qu'il a été jeté. Par exemple, un bébé qu'on met dans une couveuse, eh bien, c'est pour l'aider, parce que la maman fait une hémorragie, le père est vers la mère, c'est normal, et on lui a promis de l'aimer comme c'est pas possible, et puis on le met dans une couveuse. Eh bien, dans la couveuse, il va avoir le sentiment vibratoirement qu'il a été jeté. Et donc se crée une sensation, là où il y avait le plein de l'utérus, là où j'étais remplie, se crée le vide, le manque. Et cette sensation de vide et de manque, si vous voulez, crée ce qu'on appelle un vortex, c'est-à-dire une sorte de tourbillon aspirant, et qui est un manque d'une personne aimée, un manque d'attention, un manque de présence, un manque d'amour, et au moment où, si vous voulez, ce manque se crée, eh bien, il se crée aussi une peur de manquer, si vous voulez. Et quand l'être cher s'en va, sur l'autre porte, si vous voulez, eh bien, on va avoir cette sensation de manque qui va revenir très fort, en résonance avec le premier manque. Donc ça, c'est très important, si vous voulez, c'est ça. Et pareil, un accouchement qui est mal vécu, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire dans la difficulté, ou dans la mère qui va dire « je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais », ou faites-en ce que vous voulez de cet enfant, même si elle ne le pense pas, c'est la douleur de la situation qui va impliquer ça, eh bien, ça va engrammer chez l'enfant les portes, ça se passe mal, et on est mal, et on souffre dans les portes. Donc sur ces portes, la première porte, on a une souffrance de vide, de manque, un tourbillon qui va s'engrammer. Et donc, en fait, comme on considère dans la croyance populaire que la mort, quelque part, on ne sait pas ce qu'il y a, donc c'est vide et c'est rien, ça ramène à ce tourbillon aspirant. Et donc, si vous sentez à l'intérieur de vous cette peur, parce que moi je l'ai vécu, donc je peux en parler, mais tétanisé d'être aspiré quand vous y pensez, et que même c'est tellement dur, on ne sait plus quoi en faire, eh bien, c'est que vous êtes en rapport avec un vortex de votre toute petite enfance, sur cette zone du 4 x 9 mois qui va jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc voilà. Donc si toutes les situations d'abandon, etc., ça va, réorienter, si vous voulez, la perception et la peur. Donc ça active les peurs et ça vous met dans cette situation de manque. Ce qui fait, on le verra après dans les outils, parce que cet après-midi je donnerai des outils, là je vous donne un petit peu les causes, on verra qu'on va être en demande par rapport à celui qui part. Continue de me remplir, remplis-moi, tu t'en vas, mais non, moi je veux que tu restes. Et je veux que tu continues de me remplir. Et en fait, on est sur ces vortex, que j'appelle des vortex, ces tourbillons aspirants de vide et de manque. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, c'est l'incommensurable souffrance. Mais en réalité, qui a un lien avec infini, qui n'a pas de fin. Mais ça, c'est la croyance, si vous voulez. Donc, il faut voir que ça fait partie des formatages. Autre formatage, Michel en a parlé, c'est le formatage de la société. C'est normal de souffrir, c'est normal que tu aies mal. Il y a une personne qui, je ne sais pas si elle est dans la salle qui m'a écrit un petit mail en disant « mais moi j'ai dépassé la mort de mon enfant, un enfant qui avait une malformation, j'étais très bien, mais les gens me renvoyaient « mais comment ça se fait que tu sois bien, c'est pas normal ». Non, la souffrance, c'est la souffrance qui n'est pas normale. On n'est pas là pour souffrir. Il y a des formatages, il y a des choses qui font que, oui, c'est fréquent, c'est presque l'ordinaire, mais ça ne veut pas dire que c'est normal. C'est pas normal, ça. On peut changer les choses. Donc ça, c'est très important que vous compreniez un petit peu cette orientation, si vous voulez, là.
Alors, il y a un formatage de la famille. L'enfant, quand il a ses 2 ans, s'il a vu la mère pleurer sur la mort de sa propre mère ou sur la mort de son père, il va s'imprégner de cette souffrance. Et donc, dans ses cellules, il aura mort égale souffrance, si vous voulez. Donc, vous voyez que c'est complètement dévié. Moi, j'ai pu travailler avec une patiente qui a perdu son mari, s'est suicidé pendant la grossesse, donc vous voyez l'impact qu'elle peut avoir sur le bébé. Eh bien, on a fait en sorte que justement, il y a aussi, je vous l'expliquerai cet après-midi, on peut faire des gestes symboliques pour que symboliquement la personne soit là, donc on peut toujours tout récupérer, même si ce qu'on n'a pas dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait, ça peut toujours être fait de façon symbolique et de façon très très forte, qui est très libératrice. Donc on a pu travailler de manière à ce que l'enfant n'ait pas cet impact. Voilà. Sinon, on aurait eu un bébé formaté dans une souffrance pas possible par rapport au manque, à l'absence, la tristesse de la mère, la culpabilité, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Mais tout ça peut être récupéré. Donc voilà. Alors, tout ce qui est vécu au niveau de la famille et suivant la croyance des familles, l'orientation, on peut avoir des impacts qui sont très puissants. Et puis notre société, Michel l'a très bien dit, c'est vrai qu'on a des psychothérapeutes, etc., pour assister des gens qui sont vraiment dans une grande souffrance, mais je dirais pathologique, puisqu'on peut aller même jusqu'à la psychiatrie, voilà, des gens qui se remettront jamais. Et puis il y a monsieur, madame, tout le monde qui de toute façon va souffrir. Si vous perdez, même si c'est votre père, votre mère, suivant les liens, il y a aussi cette souffrance-là. Et ça dépend aussi, il y a des gens qui peuvent dépasser, mais ça dépend aussi des mémoires. Ça, je pense que j'ai bien insisté là-dessus. Donc voilà. Et des mémoires, donc du formatage qui peut être fait suivant la société. Il y a des sociétés où c'est pas un problème. Des sociétés où ils font la fête lors d'un enterrement. Ils vont même déterrer, je crois que c'est à Madagascar, ils vont déterrer 7 ans après, je crois, ils vont déterrer les morts et ils font la grande fête. Et là, on est dans une autre dimension, si vous voulez. Mais nous, dans notre société, on a mort égale souffrance. Et mort égale souffrance, donc parler de la mort égale souffrance, donc on n'en parle pas, et c'est le cercle vicieux. Ça veut dire qu'on ne peut même pas dire ce qu'on a à dire. On peut même pas, c'est pour ça qu'on a ouvert les ateliers, pour que tout le monde puisse dire les choses, qu'on puisse même, dès cette journée, vous pouvez changer votre axe de vision. C'est pas... Bon, après, vous pouvez aller au-delà, bien sûr, mais déjà en voyant là où vous avez pu être formaté, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, il y a quelque chose, alors là on aura un outil vraiment formidable là-dessus, c'est la crise d'impossibilité. Ça veut dire que la vie décide certaines choses. Donc nous avons en tant qu'humains 2 choses, 2 possibilités. La première, c'est l'action. Nous pouvons agir. Un arbre, ça ne peut pas aller se promener. Si c'est au bord de la route, ça ne lui convient pas, il peut agir. Et puis, c'est le respect de soi aussi. On peut, si on ne se sent pas respecté, poser les actions. On le fait ou on ne le fait pas, mais on a cette possibilité. C'est les 2 grandes possibilités que nous a offert en tant qu'humain la vie. Bon, voilà. On peut poser des actions, et on peut poser des actions aussi pour se faire respecter. Mais... du coup qu'on a ces possibilités-là, on pense qu'on en a plein d'autres. Donc ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, parce que je pourrais vous dire plein de choses, mais c'est le contrôle qui naît chez l'enfant. Juste une petite idée sur le contrôle, c'est-à-dire à un moment, l'enfant au début il pense qu'il est le tout, si vous voulez, quand il arrive, il ne sait pas qu'il y a le père, la mère et tout ça, donc il a la sensation d'être la totalité. Et à un moment, il s'aperçoit, donc c'est vers l'âge de 6-8 mois, qu'il y a le père, la mère et puis lui. Donc c'est le regard dans le miroir, si vous voulez, et il dit, on est 2. C'est la découverte de la dualité, si vous voulez. Mais à partir de là, il s'aperçoit aussi que si maman ne s'occupe pas de lui, il va mourir. Donc je dépends de l'autre. Et donc en fait, si vous voulez, c'est si l'autre ne s'occupe pas de moi, je meurs. Et c'est la naissance du contrôle, c'est la naissance de l'ego. Et à ce moment-là, c'est si je ne contrôle pas les choses, je meurs. Et donc il faut tout contrôler. Et aux portes de la mort, si vous voulez, on continue, encore une fois, c'est une mémoire du petit bébé, vous voyez, c'est une mémoire mais que tout le monde a celle-là, aux portes de la mort, sur l'autre porte, si vous voulez, c'est je dois contrôler, mais qu'est-ce qui se passe là, je ne contrôle plus. Et ça, c'est le plus bel exemple du non-contrôle. Ça veut dire que ça appartient à la vie.
Quand la personne s'en va, nous, on peut faire toujours de notre mieux, action, je vous l'ai dit, mais on ne peut pas décider, qui peut décider de l'heure où il va partir, quand ça se fait, je veux dire, évidemment, si c'est un suicide, à la limite, il y a une prise de décision, mais je veux dire, sinon, qui peut décider à quelle heure il va mourir, vous le savez, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, si vous voulez, ça, c'est important de voir qu'on n'a pas ce contrôle-là. Et en fait, c'est la crise d'impossibilité. Une des plus grandes douleurs, c'est la crise d'impossibilité. La souffrance, c'est une crise d'impossibilité. Je voudrais, moi, quelque chose qui ne peut pas être là en aucun cas, parce qu'il y a quelque chose d'autre que je ne peux pas changer. La personne est en train de partir ou pas, ou est déjà partie. Et ça, je n'ai pas d'influence, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Et ça, c'est la crise d'impossibilité. Et mais moi, je voudrais quand même qu'il soit là. Et moi, j'aurais voulu me promener avec lui. C'était si bien avant. Donc, en réalité, on chante l'instant présent. Et on va, ça aussi c'est encore une des stratégies, on va se fixer, on va se figer sur l'instant. Pourquoi? Parce qu'on espère, il y a une partie de nous qui est complètement erronée, hein, mais qui espère qu'en se figeant dans l'instant, on peut arrêter le temps et arrêter les choses. C'est les photos sur les murs des disparus, c'est le refus d'aller devant et d'aller vers la vie, vers le bonheur, vers la joie. Hein. Donc vous voyez, il y a plusieurs stratégies et la crise d'impossibilité, c'est le stop. À un moment, les choses se figent à cet instant où le cœur s'est arrêté de battre. Eh bien non, parce que le vrai, c'est que votre cœur, il continue à battre. C'est que la vie, elle continue. Que le bonheur, il est là devant. Que plein d'êtres chers qui vous sont encore là autour de vous, ont besoin de vous. Que vous avez envie de vivre. Et qu'il y a un souffle de vie qui est là en vous et qui est là aussi pour se répandre. Et en fait, il y aura des outils, si vous voulez, pour dépasser cette crise d'impossibilité. Mais ça, c'est une des grandes difficultés des personnes, c'est vouloir arrêter le temps comme ça. Et de dire, voilà, et de se figer dans une stratégie de la victime, je le dis avec plein d'empathie, hein, mais quelque part, de rester dans cette souffrance alors qu'il y a autre chose à faire, à dépasser. Et là aussi, il y aura aussi des outils que je présenterai cet après-midi. Donc, si vous voulez, ça fait partie vraiment des stratégies du mental, des stratégies qui se mettent à l'intérieur de soi, et des mémoires, des engrammes qui nous rattachent à la souffrance, alors qu'en fait, la souffrance, c'est nous. Vous voyez, c'est formatage. Mais nous, en réalité, dans nos formatages, parce que nous sommes bien autre chose que ça. Nous sommes la vie, nous sommes la joie, nous sommes le droit au bonheur, nous sommes tout ça. Hein, voilà. Donc en fait, on va bien dissocier les deux, notre tableau d'origine, notre potentiel de chacun, et puis cette espèce d'écrasement, cette chape de formatage qui en fait nous empêche d'être après un deuil, avant un deuil, pendant un deuil. Eh bien, le travail, ça va être de revenir en fait à ce potentiel et de faire booster la vie, de la faire rayonner encore plus pour accompagner s'il y a à accompagner, pour dépasser s'il y a à dépasser, pour aider ceux qui sont présents s'il y a à aider ceux qui sont présents, etc. Et de mettre ce potentiel au service de la vie et non pas au service de l'impossibilité, parce que je vais le dire en ce terme-là, c'est pas mort c'est rien, c'est un passage, c'est la crise d'impossibilité et la souffrance, si vous voulez, qu'il y a derrière. Hein, voilà. Alors, ensuite, on trouve dans le travail que je propose à mes patientes, la peur de la transformation, si vous voulez, parce qu'en réalité, toutes les transformations, sans arrêt, hein, même là, vous avez l'impression d'être constant, mais non, il y a déjà des cellules, dans la seconde qui suit, des cellules de votre corps qui ont disparu, qui se sont transformées, un vieillissement qui s'est mis en place, chaque seconde, vous avez des modifications, etc. Et vous avez des choses qui vont dans le bon sens. Il n'y a pas de bon sens et de mauvais sens, mais dans le sens que vous avez envie. Par exemple, j'ai réussi un examen, j'ai eu cette maison que j'attendais depuis longtemps, j'ai enfin un boulot, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont dans un sens que vous n'avez pas décidé. Et qui sont, effectivement, j'ai perdu mon boulot, ou j'ai perdu cet être cher, ou je vais perdre cet être cher. Il vient de m'annoncer qu'il a une maladie qui va forcément aboutir à son départ. Donc cette situation-là, j'ai du mal à l'accepter. Donc on a des choses qui arrivent et qui partent comme ça dans la vie, une transformation perpétuelle. Et le travail, si vous voulez, de chacun,
c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation de positif, au lieu de se mettre dans les mémoires et dans la crise d'impossibilité. Donc en fait, c'est cette peur de la transformation qui est inéluctable, parce que tout est transformation. Moi je dis toujours, mais tout disparaîtra un jour. Vous, vos enfants, la ville, la planète, l'univers, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai décidé, c'est ça. Ça existe, ça. Simplement, nous, notre travail, c'est de nous positionner de manière le plus consciente de la vérité et du juste possible, et par rapport à ça, et d'avoir l'attitude juste, non pas par rapport au formatage, mais par rapport à notre tableau d'origine, et ce qui est bon pour nous est bon pour les autres, et juste, ce que vous sentirez juste. Alors j'ai pour habitude aussi, je ne l'ai pas fait là, mais je le fais en cours de route, de dire, ne croyez surtout rien de ce que je vous dis. Allez juste voir à l'intérieur de vous ce qui résonne ou pas. Il n'y a aucune autre vérité que celle-là. Voilà. Parce qu'en réalité, ça vous le savez déjà, tout ce que je vous dis. Et simplement, à cause de ces empreintes, ça a disparu. Mais c'est toujours là. Donc si ça vous parle, eh bien allez-y, faites-le. On vous donnera les outils. Enfin, cet après-midi, moi je donnerai les outils. Il y aura plein d'outils de Michel Vandonnet. On est là pour ça. On est là pour vous aider à montrer que quelque part, eh bien, tous ces formatages, eh bien, ils font de vous des victimes, ils font de vous des gens en souffrance, mais que vous avez le choix, vous avez toujours le choix de changer cet axe de vision, et vous avez toujours le choix de faire différemment, et vous avez le choix même d'aider les autres. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai rencontré une patiente qui était venue travailler avec moi en tant que sage-femme. Et au cours du travail qu'on faisait, elle a perdu sa petite fille qui s'est noyée, qu'elle avait laissée à la garde de la grand-mère, qui s'est noyée, si vous voulez, et parce que la grand-mère, enfin bon, elle a eu un écart comme ça, elle n'a pas vu. Et donc, ça, c'est quelque chose de très difficile. Et bien, avec le travail qu'on a pu faire avec cette patiente, c'était la mère, hein, elle a accompagné tous les gens qui étaient présents le jour de l'enterrement de sa petite fille, avec une force, avec une ouverture, etc. Et elle a pu dépasser ça, si vous voulez. Hein, voilà. Alors on verra qu'il y a aussi un travail à faire par rapport à celui qui part, un travail à soi-même, mais il y a des outils pour ça. Et donc, en fait, moi, ce que je veux vous transmettre sur cette première partie, c'est vraiment la vision du formatage et de notre côté, la vision de la vérité. Parce qu'en réalité, c'est le formatage qui vous manipule, mais il y a d'autres solutions. Donc après, c'est un choix. Est-ce que moi, je veux rester? Parce que ceux qui sont dans les stratégies de la victime, eh bien, c'est aisé je vais dire, je le dis vraiment cœur ouvert, hein, et par expérience. Hein. Mais, si vous voulez, de rester dans cette stratégie et de, oui, moi j'ai perdu mon enfant, etc., etc., parce qu'il y a des mémoires derrière qui font qu'il y a une demande de reconnaissance de l'autre. Hein. Mais on peut dépasser ça. Si la souffrance, elle est insupportable, on peut aller au-delà et lâcher, voir qu'il y a une stratégie de la victime, dire, mais bon sang, moi, c'est pas ça que je veux. Et je le dis sans jugement, hein, parce que chacun fait ce qu'il peut, mais on peut le dépasser et on peut aller au-delà. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas que la stratégie de la victime, bien entendu, mais quand c'est long et que ça dure et que ça fait des années, si vous voulez, il faut quand même le voir et voir le formatage et voir là où il se situe, c'est aussi important. Et dans ce sens, après, les personnes où c'est vraiment très très engrammé, il peut y avoir des aides. Hein, je veux dire, on peut aller au-delà de ce travail que je vais vous donner aujourd'hui. Il y aura aussi, on vous donnera des possibilités d'aller travailler en individuel et tout ça, c'est toujours possible. Mais déjà, si vous avez vu ça, c'est déjà l'essentiel et c'est déjà le plus important. Alors, ça change encore un petit peu? Oui, 10 minutes. Ah, parce que j'ai tendance à... Voilà. Voilà. Donc, voilà, ben, vous voyez, moi je suis comme ça. Voilà. Et ben ça, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir, je pense. Quand il y a un deuil, il faut être dans, en fait, justement, donner et pas être dans cette demande de recevoir. Alors, ça, je voudrais pointer que c'est quelque chose aussi de très important, c'est la demande perpétuelle de reconnaissance. Je vous ai dit, il y en a qui sont dans les stratégies de la victime. La demande perpétuelle de reconnaissance, c'est aime-moi, reconnais-moi, remplis-moi. Alors, à quel moment elle prend naissance, ça? Ça, si vous voulez, en fait, si pendant la zone sensible dont je vous ai parlé, la zone du 4 fois 9 mois, 9 mois avant la conception, les 9 mois de la grossesse et les 18 mois qui suivent, où c'est la zone impact maximum, si un enfant vit un jet, c'est-à-dire un abandon, un jet dans son ressenti, on a parlé tout à l'heure de la couveuse, hein, voilà, il va dire, puisqu'on m'a jeté, je n'ai rien à l'intérieur de moi, je suis vide.
et il nie complètement son tableau d'origine, si vous voulez. Donc en fait, il dit, j'ai rien à l'intérieur de moi, le seul moyen pour exister, c'est demander à l'autre de le remplir. Donc il vient, il se met dans une position de, pour exister, il faut que l'autre me remplisse, et il se met en demande à l'autre. Donc après, plus tard, ça va être ses enfants, son conjoint, son père, sa mère au début, etc. Remplis-moi, aime-moi, reconnais-moi. Sous-entendu, parce que sinon je ne peux pas vivre. Voilà. Donc imaginez au moment du deuil, quand la personne, surtout celle qui remplissait, s'en va, eh bien, j'existe plus. Et donc, c'est le fameux vortex de vide qui va se représenter. Je suis claire dans ce que je vous dis, hein, voilà. Donc, le fameux vortex de vide, j'ai rien à l'intérieur, comment je vais faire? Et c'est terrible, et c'est ça qui plombe, si vous voulez. Donc, déjà, voir qu'on est en mode de remplissage, on est en mode, c'est le mode G. C'est-à-dire, j'ai été jetée, et donc, je me mets à fonctionner dans l'avoir. Le G, J''AI. Alors c'est le G-E-T au début, qui se met en mode G''AI, et qui se met en mode remplis-moi, aime-moi, reconnais-moi. Donc vous pensez bien que quand on perd un être cher, moi je l'ai même vu avec les bébés, et quand je vais voir, on verra, à un moment il faut rentrer dans la souffrance, il faut avoir le courage d'y aller voir ce que c'est, sinon on ne peut pas avancer. Hein. Donc les patients me disent, mais oui, mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je voudrais me mettre au sein encore, ce bébé. Ben, il est mort, voilà. Je voudrais le mettre au sein, je voudrais sentir son odeur, je voudrais, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est les aider à voir qu'elles sont en mode G. C'est-à-dire que quelque part, elles demandent à leur bébé de lui donner une présence, etc. Chose qu'il ne peut pas faire. Donc, on va pouvoir les aider sur ce plan-là. Et en fait, il y a une autre chose qui est hyper importante, c'est le mélange du plan du corps et du plan du cœur. C'est-à-dire que face à un deuil, il faut faire le deuil du corps, puisque le corps il n'est plus là, donc l'odeur, enfin tout ce qui est rattaché au corps. Mais le plan du cœur, personne n'a dit qu'il fallait faire le deuil. Mais les gens, des fois, ils n'ont même pas pensé à ça. Et donc, dans une IVG, c'est flagrant, si vous voulez, à cause d'une culpabilité, etc. On ne peut pas s'autoriser à aimer ce petit bébé. Mais c'est en termes de situation qu'on a éliminé, c'est la situation qu'on a éliminée, si vous voulez. Et en fait, on peut s'autoriser à l'aimer et garder sur le plan du cœur, voilà. Donc vous voyez que là, on voit déjà transparaître les outils, là, c'est un peu indissociable, mais je réinsisterai sur les outils cet après-midi. Mais déjà, vous voyez que la mélange du plan du cœur et du plan du corps, ça aussi, c'est vraiment une des causes de la souffrance et une des causes, toutes ces causes-là, on pourra agir avec des outils. Hein, voilà. Et le refus de l'instant présent, je vous ai dit qu'on fige un instant du passé et du coup on ne s'autorise pas à être dans l'instant présent. Moi j'ai une patiente qui avait perdu son enfant qui me disait en fait les tout petits moments de bonheur quand je buvais une tasse un café et ça, je me le reprochais, j'ai pas le droit d'avoir ce bonheur là, mais en fait oui, bien sûr vous allez avoir le droit, et là aussi ça va être un outil, c'est de s'autoriser à vivre et à être heureux pour ceux qui vous entourent, ceux qui restent, hein, parce que là aussi pareil, et les autres enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et les gens qui vous aiment autour de vous, qu'est-ce qu'ils vont devenir si vous êtes complètement foncé dans le deuil, hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est pareil, hein, que ce soit pour moi, c'est la même chose, que ce soit quelqu'un va s'en aller, si quelqu'un va s'en aller, c'est encore plus, il va falloir au contraire lui donner tout l'amour possible, la joie de vivre, etc., et les échanges, et tout ce que vous pouvez passer, voilà, ce que vous pouvez passer, puis elle va être dans une autre énergie, si vous voulez, vous voyez. Donc ça change tout, c'est juste un regard, c'est juste changer l'axe de vision. Il y a une confusion aussi dans une amalgame de la vision de celui qui part et celui qui reste. Par exemple, une mère qui perd son bébé, pour elle, le bébé, il y a souffrance. Même si elle ne s'est pas posé la question, en fait, si vous voulez, celui qui part, ou même s'il y a eu un accident, il y a une espèce d'amalgame de sa propre souffrance avec la souffrance de l'autre, si vous voulez. Mais l'autre, il est parti différemment. Par exemple, un bébé, moi je dis une mort subite, le bébé c'est une petite bougie, il s'est éteint dans quoi? Dans un amour total de sa famille. Donc en fait, lui, il a eu le meilleur, quoi. Il a eu. Alors d'accord, sa vie elle a été courte, mais en fait, il faut dissocier le plan de l'autre. Voilà. Et sur un accident, il faut aller voir aussi. Donc en fait, il faut aller décortiquer un petit peu où elle est cette souffrance. Moi, je vous ai donné un peu toutes les causes là, mais il peut y en avoir d'autres, des causes qui sont propres à chaque personne. Et à chaque situation aussi, parce qu'il y a des situations de culpabilité, etc., etc.
Et voir aussi, par rapport à la culpabilité, eh bien, la plupart des gens, bon, sauf les meurtriers, et encore, des fois, ils sont manipulés par plein de vortex aussi, hein, les mémoires, mais bon, la plupart des gens, ils n'ont pas provoqué l'accident, ils n'ont pas provoqué... Donc, aider les gens à voir que de toute façon, ils ont quand même fait le meilleur avec les cartes de l'instant, les cartes qui appartenaient à la vie. Ça veut dire qu'ils ont joué leur partie avec leurs propres cartes. Mais qu'en fait, il y avait toutes les cartes qui appartiennent à la vie, mais ils s'approprient, comme ils s'approprient la toute-puissance de la vie, ils s'approprient les cartes de la vie. Mais rendez les cartes qui appartiennent à la vie. Ben oui, et justement, face au deuil, on va agir. Hein. Il y a un des outils, je vous livre comme ça, face au deuil aussi, c'est je fais de mon mieux, dans le respect de moi-même, avec les cartes de l'instant, et tout le reste appartient à la vie. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment, je pose mes actions quand j'ai à me poser. Je me respecte, c'est-à-dire je ne vais pas faire des trucs de ouf, de me démolir la santé aussi, voilà, parce que c'est ni pour juste, ni pour l'autre, ni pour moi. Et je tiens compte des cartes de l'instant, et puis le reste, je le lâche. Voilà, le reste appartient à la vie. Il y en a une autre aussi que j'emploie beaucoup avec mes patientes. La vie, la santé de nos enfants ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de faire de notre mieux, de nous respecter. Et tout le reste, absolument tout le reste appartient à la vie. C'est... Voilà. En tant que fasciathérapeute. Voilà. Donc c'est un angle de vue particulier. Et la présentation, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment ces fameuses mémoires dont elle a parlé, les crises, comment tu as appelé ça? Voilà, les crises d'impossibilité qui créent des souffrances. Hein. Donc l'objet de mon intervention, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment, anatomiquement parlant, ces souffrances psychiques, elles vont s'inscrire dans le corps et créer éventuellement des douleurs. Et ces douleurs pouvant être perçues ou imperçues, et parfois amener jusqu'à des états dépressifs, des états difficiles par rapport à des chocs que l'on a reçus, comme notamment le deuil, la mort de quelqu'un. Donc, ce dont je vais vous parler, vous allez essayer de le centrer sur le problème du deuil, hein, mais ça peut se décliner sur n'importe quel choc, voilà, qu'il soit minime ou important, qu'il soit entre guillemets positif ou entre guillemets négatif. Si vous avez un choc amoureux, c'est un choc. C'est pas une transition, c'est une transformation. Vous étiez dans un état et vous passez à un état différent. Que ce soit par rapport donc au décès d'une personne, ou que ce soit par rapport à vos transformations jusqu'à celle de votre mort, nous avons donc des passages, des transformations qui sont toujours générés avec des chocs. Et le corps a une nécessité de s'adapter à ces transformations. Et il est conçu pour, anatomiquement parlant. Seulement, ça ne marche pas à tous les coups. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, de façon à ce que, en ayant conscience de la manière dont ça se crée dans le corps, avec cette conscience-là, on a moyen de pouvoir diriger ces sensations, ces pensées, ces émotions, de telle sorte d'aider le corps à être un partenaire dans la nécessité de faire son deuil de ce qui était avant pour passer à l'après. Voilà. Je vais donc vous faire un petit détour anatomique pour vous expliquer ce que sont ces fascias, puisque ce sont des membranes translucides, très peu connues, qui sont partout dans notre corps, et qui sont le sujet à ces modifications nécessaires pour pouvoir être adaptés aux modifications de notre environnement, de la vie, de notre psychisme. Voilà. Donc ce sont des petites peaux, il faut vous les imaginer en fait comme des sacs au départ, qui sont tous reliés entre eux, qui sont extrêmement fins et qui ont la possibilité en fait de se contracter ou de se décontracter. Et en fonction de leur intensité de contraction ou de leur intensité de décontraction, ça permet d'être plus ou moins sensible et adapté à la situation nouvelle que nous avons à vivre. Et puis je vais donc l'illustrer par les conséquences, comment ça se passe lorsqu'une personne perd un proche et est en phase de deuil. Comment dans son corps ça se passe.
Parce que vous pouviez, et c'est important simplement pour que vous compreniez que le processus de deuil, il y a celui qui est d'un point de vue psychique, émotionnel, personnel, mais il y a le corps qui, lui, fait partie des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Hein, des crises d'impossibilité aussi, avec lesquelles on va peut-être être en conflit. On aimerait avoir la pêche, on aimerait être joyeux, on ne peut plus. C'est pas possible, le corps exprime autre chose. Donc, bien souvent, au moment d'un deuil, il y a des pathologies qui peuvent suivre à long terme dans le futur, parce qu'il y a eu une rupture de la relation entre la personne, d'un point de vue de son psychisme, et le corps. Et il est donc essentiel, dans cette période-là, de faire en sorte que cette relation soit restituée, soit saine, soit confortable. C'est beaucoup plus facile pour faire son deuil du passé. Alors, les fascias, ces typos, on en a partout. Juste pour vous donner une notion, on en a un qui est le plus grand. Il va de la tête, sous la peau, partout, 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 jusqu'au bout des pieds. Il nous enveloppe partout sous la peau. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres qui sont au niveau du cou, qui vont prendre toute la cage thoracique par en dessous, tous les viscères, grands et petits bassins. Ça en est un deuxième, pour parler des plus grands. Et puis ensuite, il y en a plein à l'intérieur. Il y a un fascia qui entoure le cœur, un qui entoure les méninges, le cerveau. Il y en a qui gainent tout le système veineux. Il y a des fascias qui gainent tout le système nerveux. Et puis, on peut même considérer que la cellule a une membrane, et que cette membrane s'est aussi, ou en tout cas fonctionne comme un fascia. Elle se contracte, elle se décontracte. Ces fascias, ces membranes, elles vont agir à chaque fois qu'il y a un choc, positif ou négatif. En se contractant, lorsque prioritairement elles se contractent, même quand c'est positif. Voilà. Et elles se contractent pour vous signaler que quelque chose change. Et que vous devez anatomiquement changer quelque chose pour être adapté à cette situation qui évolue. Alors, on va parler de la voie anatomique de la résonance d'un choc, c'est-à-dire comment un choc, comment ça se déroule à l'intérieur du corps pour que le choc il soit géré par l'anatomie, par le corps. Et puis on verra au cours du processus qu'à l'étape numéro 5, on appelle la phase de réversibilité ou pas. Ça veut dire que le corps a réussi à gérer le choc ou il n'a pas pu le gérer. Et quand il ne peut pas le gérer, il y a plein de conséquences. Soit c'est parce qu'il est en désaccord avec le psychisme de la personne, soit parce que l'intensité était trop violente et trop forte, soit parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, soit parce que l'état des fascias était déjà si atteint, si peu contractile, qu'ils ne peuvent plus se contracter et qu'ils n'ont plus leur effet. Voilà, il y a une usure qui fait que la personne n'est plus adaptable à son environnement ou à sa transformation. Alors, la première chose, c'est que dès qu'il y a un événement, pour faire simple, un choc, première chose, ce sont les fascias qui gagnent tout le système sanguin qui vont commencer par se contracter. C'est une obligation. Voilà, c'est testé scientifiquement. On vous annonce quelque chose, que ce soit positif ou négatif, première chose, il y a une contractibilité des fascias au niveau du système sanguin. Ensuite, il y a dilatation après cette contraction ou pas, en fonction de comment votre cerveau interprète cette annonce. Alors, le deuil, j'ai le décès de quelqu'un, ça me soulage, il était temps. Et dans ce cas-là, dans votre corps, c'est d'abord les fascias sanguins qui seront contractés, et parce que vous donnez une raison positive à cette chose, ça se détend. Si, par ailleurs, vous dites « Oh là là, quelle catastrophe !» dans ce cas-là, les fascias vont rester contractés. Ces fameux fascias, ils vont réagir à trois choses. Ils réagissent au choc physique. Si vous donnez un coup, les fascias se contractent. Si vous avez une émotion forte, les fascias se contractent. Et si vous avez une pensée systématique, obsessionnelle, négative envers vous-même ou envers l'extérieur, ça se contracte aussi. À l'inverse, si vous avez des idées positives, ça peut se décontracter.
Si vous êtes dans la relaxation corporelle et le bien-être corporel, ça se décontracte. Et si vous avez des émotions agréables et positives, ça se détend. Alors, après cette vasoconstriction des fascias sanguins et ensuite leur dilatation, il y a une réaction des fascias qui va être de 3 types différents. On définit des fascias, du coup, en fonction des types de problématiques. Lorsque la personne a des problématiques de type psychique, ce sont les fascias qui entourent les méninges et le système nerveux qui vont être les premiers à réagir. Ça veut dire que c'est les seuls, mais ça veut dire que c'est les premiers qui vont être touchés. Et notamment qui vont être touchés en cas où il n'y a pas la réversibilité et qu'on trouve par la suite de la somatisation. Donc quand on a des fascias contractés durablement au niveau des fascias crâniens ou du système nerveux, c'est que le problème il est plutôt psychique chez la personne. Sinon, on a les fascias qui vont plutôt concerner les troubles émotionnels qu'on va trouver sur le fascia qu'on appelle axial profond, qui est un fascia qui est situé au niveau du cou, qui tapisse donc tout l'intérieur du tronc et qui descend dans le grand et petit bassin et qui enveloppe tous les viscères. Bien souvent, celui qu'on sent, on a les boules ici, là, on ne peut plus parler, on a le trac, ou alors ça prend ici, ici, et on se sent tout complètement enserré comme ça. Et puis ça peut durer. Et puis il y a le troisième qui est un fascia aponévrotique, on dit, qui est plutôt celui des muscles, celui qui se trouve sous la peau, et celui qui va plutôt réagir au choc physique. Vous êtes cassé la jambe, on vous a frappé. Voilà. Simplement pour vous donner une petite idée caricaturale qui va permettre, malgré tout, de pouvoir, quand on apprend à ressentir ces fascias, quand on apprend à percevoir si les fascias sont contractés ou décontractés, en fonction des lieux où on écoute et on perçoit ça, ça donne une idée de la difficulté dans laquelle on est par rapport à une normalité, à une transformation que l'on doit faire. Alors, à la suite de ça, donc il y a la réaction des fascias partout dans le corps, il y a une modification du tonus musculaire et des rythmes internes. C'est-à-dire que, quel que soit le lieu où ces fascias sont contractés à l'annonce du choc, il y a forcément, au bout d'un moment, une réaction du corps qui, musculairement, va complètement serré. Vous êtes à côté, par exemple, d'une falaise, vous arrivez et hop, ça vous arrête. Vous n'avez rien décidé, mais tout s'est complètement contracté et ça vous arrête. Et après ça, vous sentez l'afflux sanguin, vous avez chaud et vous pouvez partir. D'accord ? Donc c'est à peu près ce qui se passe et ça change les rythmes à l'intérieur du corps, le rythme cardiaque et un tas d'autres rythmes. Mais on ne va pas rentrer là-dessus. Ensuite, il y a la désensorialisation, et c'est ça qui est le plus important, ce qui nous concerne par rapport à l'annonce d'une mort ou d'un deuil. C'est que lorsque les fascias se contractent, ils ont pour but de mettre en quarantaine les zones anatomiques qui pourraient générer de la douleur ou de la souffrance ou empêcher le corps de fonctionner normalement. Vous apprenez le deuil et ça vous prend tellement émotionnellement tout le corps, ça vous serre tellement à l'intérieur des tripes, que vous n'auriez plus la possibilité de fonctionner normalement s'il n'y avait pas cette désensorialisation. Qui fait que vous avez beau être complètement contracté, vous pouvez continuer à marcher, vous pouvez continuer à vivre, vous pouvez continuer à réfléchir. Voilà. Cette désensorialisation, elle est nécessaire, mais elle ne doit pas être durable. Elle est nécessaire provisoirement. Après cette désensorialisation, on arrive donc à la phase la plus importante de la réversibilité ou pas. Votre corps avait, on va dire, une bonne santé d'un point de vue de ses fascias, et l'intensité du choc annoncé était gérable par les fascias. C'est-à-dire que le fascia, il se trouve par exemple à cette distance-là. Je reçois un choc émotionnel ou physique, ça contracte mon fascia jusqu'ici. J'ai reculé. Mais j'ai encore de l'espace derrière, et je peux de nouveau avancer, il n'y a pas de problème. Je suis dans ma zone d'adaptabilité. Maintenant, je suis ici, et la violence de ce qu'on m'a annoncé est telle que mon fascia recule et se plaque à l'organe qui se trouve à côté. Il se colle à l'organe qui est à côté. Il
il vient enserrer, par exemple, le système sanguin ou le système nerveux. Et là, il y a, pas forcément encore problématique, mais on est quand même dans une zone critique où on ne sait plus comment le corps, lui, il ne va pas pouvoir réagir de lui-même. Il va falloir peut-être lui donner un petit quelque chose pour qu'il réagisse, pour qu'il sache en sortir. Si on le laisse là, il va avoir tendance à ne plus avoir envie de bouger, à être plaqué, et puis petit bonheur la chance, peut-être qu'un jour il va se décoller, mais peut-être pas. Hein. Je vais vous donner une image, et puis en général on comprend bien de ce dont je veux parler. Les fascias dans le corps, et on pourrait dire que tout votre corps finalement réagit à l'environnement comme un escargot qui, dès qu'il a de l'agression, se contracte pour rentrer dans sa coquille. Et puis dès qu'il est dans un environnement qui lui convient, il sort pour explorer, pour être un peu créatif, pour aller à gauche, pour aller à droite, pour chercher, pour tendre ses antennes, pour avoir des informations. Vous voyez un peu? Ça va être un petit peu comme ça que ça va se passer les fascias dans le corps. Donc, plus on veut essayer de se sortir d'une situation qui est en quelque sorte dérangeante, plus il va être nécessaire d'avoir des informations sensibles de comment je peux m'en sortir, comment je peux aller trouver quelque chose d'agréable pour m'en sortir. Et donc, plus il va être nécessaire d'essayer de détendre ces fascias pour qu'ils puissent retrouver de la sensorialité, puisque quand ils sont contractés, ils se désensorialisent. Lorsqu'ils sont détendus, ils se resensorialisent. Et donc, vous êtes de nouveau davantage dans la sensation juste de ce qui est nécessaire de sentir ou de faire pour pouvoir passer à la transformation.